Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Nous sommes en direct de ce magnifique studio implanté au cœur du Mondial de la mobilité. Nous sommes au pavillon 2.2 pour être très précis. N'hésitez pas à passer nous voir tout simplement pour assister aux émissions. Nous sommes là tous les jours et ce jusqu'à la fin du Mondial. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue pour cette nouvelle émission de Voyage en mobilité. 30 minutes consacrées à une des grandes tendances de la mobilité de demain, au programme des débats, des discussions et surtout des invités. Et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Level qui nous a donc rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Écoutez, ça va parfaitement bien. Vous êtes directrice marketing et communication chez Mappy et vous venez parler avec nous d'un sujet que peut-être beaucoup de Français ne connaissent pas encore, le MaaS. Alors rien à voir avec le transport de masse. MaaS, c'est le diminutif de Mobility as a Service dans sa version originale. Mobilité en tant que service en français, un thème que connaît bien notre invité, puis que vous connaissez bien, puisque comme je le disais, vous travaillez pour Mappy. Mappy qui, je rappelle, est un service de calcul d'itinéraires et de cartographie qui compte plus de 12 millions d'utilisateurs mensuels, tout support confondu, et qui aujourd'hui, on peut le dire, est une sorte de MaaS, en tout cas de première étape du MaaS, puisque votre plateforme, via une recherche d'itinéraires, compare les déplacements de tous les modes de transport, en voiture, en vélo, en voiture et vélo libre-service, en transport en commun. Bref, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors Florence Level, encore merci d'être avec nous. Est-ce que déjà ça vous va, cette définition de Mappy en tant que, on va dire, première instance de MaaS ? Absolument, ça me convient tout à fait, puisque Mappy est le comparateur multimodal le plus complet en France. Comme vous nous l'avez dit, nous couvrons 12 modes de transport, donc ça me convient tout à fait. Et puisqu'effectivement, MaaS, demain, c'est, nous pensons en tout cas, la façon dont les usagers vont se déplacer, et évoluer d'un mode de transport qui aujourd'hui est centré sur des véhicules possédés vers des usages qui vont être des usages des espèces de bundles de services de mobilité qui permettront à des utilisateurs donc de à la fois passer sur un ensemble de modes de transport grâce à des applications mobiles comme la nôtre, et ils pourront effectivement, dans un mix de services de mobilité et publics et privés, réserver et valider directement à partir de cette application leur mode de transport. Oui, c'est ça. C'est étonnant qu'on soit d'ailleurs obligé de définir le MaaS, de faire une émission comme ça sur le MaaS pour pouvoir bien informer les gens, puisque ça semble être un truc quand même assez méconnu encore, alors que ça va être peut-être le plus grand bouleversement de la mobilité de demain. C'est la nouvelle révolution de la mobilité, ça c'est certain. C'est vrai qu'il est difficile de voir cette évolution autrement qu'inéluctable. Demain, alors la raison pour laquelle ça arrive peut-être un petit peu tardivement, conceptuellement on y est, mais techniquement ça va demander encore quelques étapes. Ça suppose malgré tout d'intégrer des briques technologiques qui sont multiples. Pour ma part, j'en compterai à peu près 3. Ça demande en premier lieu une information voyageur très complète, puisqu'il faut avoir du temps réel aussi bien sur le trafic routier, les transports en commun, vous évoquiez tout à l'heure les vélos libre-service, maintenant les trottinettes et tout autre type de transport que l'on peut imaginer. Les voitures individuelles aussi. Les voitures individuelles, bien entendu. On en parlera. Non, on en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, tous ces modes de transport en temps réel, intégrer derrière tous ces partenaires dans une même application, et ensuite donner la possibilité aux utilisateurs, pour que l'usage soit facilité, soit de réserver, soit d'acheter leur billet, soit de payer. Donc ça fait quand même beaucoup de briques technologiques à mobiliser, beaucoup de partenaires, et c'est la raison pour laquelle on va dire on est à l'an 1 ou l'an 2 peut-être du MaaS, mais que c'est le début d'une grande aventure. Que ce soit bien clair pour aller encore plus loin dans la vulgarisation, je suis par exemple étudiant à Paris, j'ai un téléphone portable, un smartphone, et je décide de me créer un forfait MaaS sur une application. On va parler tout à l'heure des différents opérateurs disponibles, et j'ai un forfait que je vais payer mensuellement pour pouvoir avoir un accès illimité. Alors par exemple, selon mon profil, au métro, au bus, au Vélib, avec aussi une possibilité d'avoir un certain nombre de kilomètres disponibles en VTC, etc. Juste pour être clair. Absolument. Ce sont les expérimentations qui
sont en cours dans un certain nombre de pays. Celui qui aujourd'hui est le plus connu et celui qui est opéré actuellement à Helsinki par WIM. Et effectivement, on est dans un espèce de Netflix de la mobilité où en gros vous pouvez choisir votre abonnement qui va déterminer un certain nombre de paliers et un certain nombre de possibilités. Alors en général, ça comprend les transports en commun et le vélo libre-service, et ensuite, en fonction du tarif, des VTC, des voitures de location, etc. C'est un des modèles qui est aujourd'hui proposé, c'est certainement le modèle le plus abouti. Mais on imagine demain beaucoup d'autres modèles centrés autour, donc effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la voiture, car une des grandes questions dans MaaS, c'est quel rôle laisser à la voiture individuelle dans la voiture. On va en parler. Justement, il y a plusieurs types de MaaS aujourd'hui, en tout cas qui sont disponibles, plusieurs hypothèses. Le fait de devoir payer un forfait, comme je le disais, et du coup d'avoir tout dématérialisé sur son téléphone portable et tout compris dans son forfait. Mais aujourd'hui, il y a aussi on va dire, comme je vous le disais tout à l'heure, ce prémisse où c'est pour l'instant juste un système informatif comme Mappy. Juste pour tout à être très fait. clair. Comme je le disais, il y a différentes briques. Celle qui est la plus développée aujourd'hui et la plus courante, c'est la capacité à agréger, puisque c'est la première étape, sans information, pas de MaaS, sans data, pas de MaaS. C'est la capacité à agréger de l'information sur les différents modes de transport pour informer les usagers des différentes alternatives. Donc ça, c'est celle effectivement que Mappy propose aujourd'hui de façon très effective. Mais par la suite, il y aura la possibilité effectivement d'embarquer, comme vous l'évoquiez, ces logiques d'abonnement. On en est juste au début, parce que qui dit abonnement dit segmentation soit sur des besoins utilisateurs. Donc vous évoquiez des étudiants qui auront des besoins spécifiques par rapport potentiellement à des populations plus business ou des familles. Mais qui dit abonnement dit aussi des besoins différents selon les territoires. On n'aura probablement pas les mêmes masses, entre guillemets, à Paris ou dans les grandes métropoles et dans des territoires un peu plus ruraux ou dans des villes de moins d'importance où l'offre de mobilité est moins nombreuse, moins importante. Et donc, de facto, on va dire, les propositions seront différentes. Et donc, MaaS sera très, très dépendant, les MaaS qui seront proposés seront très différents dans leur articulation entre acteurs publics et acteurs privés, dans les abonnements que vous évoquiez, dans les segmentations que vous évoquiez et dans les territoires dans lesquels ils se déploient. Oui, vous voyez, juste en essayant de définir un petit peu le MaaS et d'être très clair et très didactique sur cette définition, on arrive à se retrouver, enfin en tout cas à se rendre compte qu'il y a énormément de possibilités. On va essayer de les prendre une par une, c'est un peu le but de cette émission. Il y a aussi un lexique qui est très très approprié au MaaS, pour que ça soit clair pour le reste de la discussion, pour nos auditeurs, des termes que nous allons utiliser. Donc aujourd'hui, on a les termes d'opérateurs et d'intégrateurs. Alors, qui sont-ils ? Alors, les opérateurs, on pourrait les appeler transporteurs. Ce sont effectivement les entités qui opèrent les modes de transport, quels qu'ils soient. Donc ça va être, à titre d'exemple, la RATP à Paris, un opérateur public, mais ça peut être aussi des VTC, chauffeurs privés par exemple, ça peut être des vélos libre-service, ça peut être des scooters électriques, bref, tous ceux qui vont opérer un mode de transport, quel qu'il soit. Les intégrateurs, Mappy en fait partie, ce sont plutôt des plateformes qui vont récupérer les datas et les informations de tous ces maximum de transporteurs pour justement les agréger, être capable de les comparer, de les articuler les unes par rapport aux autres pour permettre à l'utilisateur de faire un choix éclairé dans les propositions qui vont lui être faites, puisque par exemple ce qu'on fait sur Mappy, c'est je vais faire un trajet d'un point A à un point B et on va vous comparer. Nous sommes à Paris, prenons le cas de Paris, on va vous proposer pour, par exemple ici, le salon de l'automobile jusqu'à la porte de Clichy, le transport en commun, le vélo libre-service, la voiture bien entendu, des VTC, des scooters, etc. Et pour chacune de ces informations, on va vous donner le prix et le temps que cela va prendre. Donc vous êtes un utilisateur éclairé qui, à un moment donné, va pouvoir se dire, en fonction du contexte, en fonction de mes priorités, en fonction de mon besoin du moment, là, maintenant, tout de suite, je vais choisir exceptionnellement le scooter libre-service parce que j'ai vraiment besoin d'aller vite, ou le vélo parce qu'il fait beau, etc. C'est ça la promesse d'un intégrateur. Et derrière, comme on l'évoquait tout à l'heure, MaaS sera la brique suivante qui permettra d'intégrer dans cette proposition la dimension de paiement afin de fluidifier encore plus loin l'expérience utilisateur.
Vous parliez tout à l'heure de ce qui se fait aujourd'hui en Europe, en France, et vous avez donné l'exemple d'Helsinki justement. Est-ce qu'on peut faire avec vous, Florence Level, un petit tour de ce qui se passe aujourd'hui avec le MAS dans les pays d'Europe ou tout simplement du monde? Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir ce concept ou ces propositions se déployer et fleurir, on va dire, à peu près partout sur le territoire. Il y a beaucoup d'initiatives en Europe. Vous avez évoqué, alors parmi les premiers, en tout cas ceux qui ont été les plus avant-gardistes, il y a effectivement les pays scandinaves avec Helsinki, avec WIM à Helsinki, où là on évoquait tout à l'heure le cas le fait d'avoir un abonnement, alors différents niveaux d'abonnement permettant d'avoir accès à différentes propositions de valeur, avec un objectif final qui était d'abandonner la voiture personnelle. L'idée était de dire j'abandonne la voiture personnelle et en échange, je prends un abonnement avec des tarifs différents qui vont de 89 à près de 500 €, celui de 500 € étant quasiment illimité. Donc je n'ai plus besoin de voiture personnelle, je limite l'achat et l'utilisation d'une voiture personnelle, et par contre derrière je peux utiliser de façon illimitée des transports en commun, du vélo, des VTC, des taxis, etc. Donc ça c'est un exemple. De façon assez intéressante d'ailleurs, donc là c'est un acteur public-privé qui lance cette initiative, parce que c'était quelque chose qui était très négocié avec les autorités publiques. De façon intéressante, en ce moment, à Chicago, Lyft, qui est un des VTC américains, a une proposition un peu équivalente en disant mois d'août, $500 et vous laissez votre voiture à la maison et pendant un mois, on va voir comment vous utilisez la même chose, les transports en commun, le vélo, etc. Donc on voit que autre chose qui est intéressante avec MAS, c'est qu'on voit plein d'acteurs d'horizons très différents, des acteurs publics, des autorités organisatrices de mobilité, des acteurs privés comme des VTC, se positionner sur ces secteurs, essayer de comprendre comment les usages vont évaluer pour chacun proposer des services ou des agrégations de services ou des consortiums qui permettront demain de répondre aux besoins des utilisateurs. Oui, et le but étant toujours de laisser sa voiture personnelle à la maison? Alors pas toujours. Souvent, effectivement, dans les grandes agglomérations, les grandes métropoles, on va dire Paris-Centre, Helsinki, où là l'offre de mobilité est pléthorique. On voit bien le nombre de vélos free-floating et de VTC qu'on a à Paris aujourd'hui, et de scooters libre-service qu'on voit à Paris. Donc effectivement, là, il y a tellement d'offres qu'on se dit est-ce qu'on a véritablement besoin d'une voiture individuelle? Dans d'autres territoires, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a encore beaucoup de territoires, notamment en France, où il n'y a pas d'alternative à la voiture. Et donc dire où MAS demain se fait sans voiture, c'est probablement utopique. Donc la question n'est plus tant d'abandonner la voiture individuelle, mais plutôt d'améliorer, on va dire, l'usage de la voiture et de lutter contre l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'avoir un seul individu dans un véhicule, pour plutôt avoir des véhicules partagés. Quel que soit le business model qu'on y attache, ça peut être du covoiturage, ça peut être peu importe. L'idée, c'est de dire, il y a des véhicules qui traversent des territoires, utilisons-les au maximum et au mieux pour permettre de déplacer les usagers et donc répondre à ce besoin de mobilité qui n'est pas toujours satisfait. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a énormément d'interrogations autour du MAS. Et justement, j'avais envie que ce soit une grosse partie de cet entretien, de cette émission, puisque selon les PDG en fait, de certaines applications de MAS qui existent déjà, donc vous en avez cité, on a Ubigo ou par exemple MAS Global, en fait les cibles types semblent être des jeunes et des familles de classe moyenne, de ville et ou de banlieue, donc on ne parle pas quand même ici de campagne, mais souscrivant à un package de 250 € par mois. Ça exclut tout de même pas mal de monde, non? Alors, je pense que c'est très très lié à l'expérimentation qu'on évoquait. C'est-à-dire qu'on est dans un centre-ville, dans une métropole. Enfin, dans les deux cas, on est à Göteborg ou on est à Helsinki. On est dans des territoires où on est plutôt sur des offres pléthoriques de mobilité. Donc, je pense que les conclusions de l'étude dépendent énormément des conditions dans lesquelles elles ont été opérées. Donc il n'y a pas non plus de surprise que des early adopters soient plutôt des jeunes et des gens qui sont avec des moyens plutôt relativement aisés, surtout quand on leur propose d'abandonner leur voiture. Donc
Non, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un seul profil pour MAS, puisqu'au contraire, c'est bien la promesse de MAS que de dire demain, ce sera au service de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Il y a effectivement un cas particulier, qui est celui qu'ils ont testé à Göteborg et qui est testé à WIM, et qui dit, voilà, pour ce profil-là, pour ce besoin-là, ce sont plutôt des utilisateurs avec ce niveau, ce type de revenus, qui sont plutôt jeunes, etc. Mais je pense au contraire que MAS a vocation à s'adresser à une population très large, à charge pour les opérateurs comme nous, d'avoir une proposition de valeur qui rencontre les attentes des usagers. Et justement, est-ce que vous savez aujourd'hui combien dépense en moyenne quelqu'un pour se déplacer mensuellement ? Parce que là, on est sur un forfait, comme disait le PDG de MAS Global, à 250 € par mois pour tel type d'usager. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez à peu près combien ça coûte de se déplacer ? Est-ce que c'est vraiment avantageux finalement ? Alors c'est avantageux, ça dépend complètement de où vous vous trouvez. Ça dépend aussi, est-ce que vous êtes une famille, est-ce que vous avez un véhicule ? Le véhicule aujourd'hui, c'est surtout centré en général sur le prix le coût réel d'achat, d'entretien ou de location d'une voiture. Et ça dépend énormément de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais pour une petite voiture, on considère que c'est autour de 500 €. Donc les tarifs qu'on évoque là sont pas délirants, loin de là. Est-ce que pour vous, le MAS va perpétuer cette espèce de combat qu'il y a, en tout cas qui subsiste dans notre pays ? Moi, en tout cas, j'ai cette impression qu'il peut y avoir entre ville et zone rurale ou zone hors agglomération, parce que ça a l'air d'être très urbano-centré tout de même, le MAS. Qu'est-ce que vous pensez de ça justement ? Comment vous pensez que le MAS va pouvoir s'adapter justement à des zones qui sont hors ville ? Alors, je pense que ça va changer trois choses. Je pense qu'il y aura des MAS dans les deux situations. Alors, ils n'auront pas nécessairement les mêmes opérateurs. Ils n'auront pas nécessairement les mêmes conditions. Ils n'auront pas nécessairement non plus les mêmes modes de transport qui seront déployés. On imagine très bien, dans des grandes métropoles, des MAS privés concurrents, opérés par des acteurs locaux ou par des acteurs globaux qui viendront avoir des propositions très spécifiques, très ciblées sur des populations, on va dire, très marketées. À l'inverse, dans des territoires peut-être un peu plus ruraux, on imagine plutôt, en tout cas à date, mais ça peut évoluer, des MAS qui seraient opérés en collaboration avec les autorités régulatrices, qui soient plutôt centrés autour d'une articulation transport en commun, public, régionaux notamment, et covoiturage, et moins évidemment des logiques de micromobilité. Mais dans les deux cas, la logique reste la même. Il s'agit toujours de combiner des modes de transport pour pouvoir satisfaire et optimiser et rendre plus pratique plus facile la mobilité pour les usagers. Surtout que en fait, ça nous ramène à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le cas de la voiture individuelle. Pour beaucoup de personnes, d'individus qui ne vivent pas en ville, la voiture individuelle, elle est obligatoire. Ils en ont absolument besoin. On en parlait tout à l'heure. Comment le MAS va intégrer, selon vous, cette voiture individuelle ? Alors, l'idée aujourd'hui pour moi, c'est comment est-ce que la voiture, dans le cadre de MAS, sera partagée. Alors on évoquait tout à l'heure les logiques de covoiturage, les plateformes de covoiturage, mais ça sera aussi peut-être demain des véhicules libre-service et des locations des courtes durées, etc. Ce sont toutes ces logiques-là qu'il va falloir combiner demain pour mieux utiliser les véhicules. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une statistique qui dit qu'un véhicule est utilisé à peu près 3% du temps, ce qui paraît dingue. Donc c'est comment mieux utiliser ces véhicules, aussi peut-être changer un peu les types de véhicules et évoluer vers des véhicules un peu plus propres, parce qu'il y a toute une dimension éco-responsable qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est extrêmement... on va y venir. Qui est extrêmement importante dans toute la réflexion autour de MAS. Et donc c'est plutôt dans cette dimension-là que les véhicules vont être envisagés. Plus de partage dans des zones peut-être un peu plus rurales, et peut-être moins de véhicules individuels autosolistes dans des centres-villes où il y a des alternatives et qui font qu'on va peut-être se porter sur des véhicules ou sur des modes de transport qui sont soit plus écologiques, soit moins onéreux, soit plus actifs aussi, parce qu'il y a une dimension santé et le fait de bouger qui peut être importante. Selon beaucoup d'acteurs du milieu, aujourd'hui, la question du MAS n'est pas du tout un problème technique. On a la technologie,
pour pouvoir demain avoir justement une plateforme masse efficace et qui fonctionne avec des forfaits ou que ce soit, comme vous faites d'ailleurs, et ce qui marche très bien, de manière informative. La question, elle serait plus économique et politique. Et en fait, au centre de cette préoccupation, il y a en fait la répartition des pouvoirs. Le MAS doit-il, selon vous, dépendre de sociétés publiques ou privées? Et dans ce cas-là, comment un accord entre ces deux types de sociétés serait possible? Alors je pense qu'il y aura différents modèles, on l'évoquait tout à l'heure. À date, j'en imagine à minima à 3. Il y aura des masses purement privées. On voit aujourd'hui des acteurs américains, notamment des VTC, qui ont commencé leur activité par du VTC, qui maintenant y agrègent du vélo libre-service, et puis des scooters libre-service, et puis des trottinettes libre-service. Et j'imagine très bien demain proposer un MAS qu'ils opéreraient seuls sur un territoire. Donc là, il n'y a pas de problème de partage de valeur, ils sont tout seuls, ils opèrent tout et ils se mettent d'accord avec eux-mêmes. C'est un modèle, je pense que ce ne sera pas le plus courant. Il y a effectivement après des logiques plutôt de consortium qui intègrent les transports publics et qui là nécessitent d'agréger des partenaires qui vont opérer chacun leur mode de transport. Alors soit avec des plateformes agrégatives comme la nôtre, soit de façon autonome. Et là on a des acteurs privés qui négocient ensemble des accords de façon assez classique. C'est vrai qu'aujourd'hui il peut y avoir un certain nombre de freins, mais je pense que la concurrence va accélérer ce genre de propositions. Il y a aussi c'est une réflexion aussi qui est menée énormément autour des technologies blockchain et voir comment la blockchain peut demain éventuellement permettre à des masses d'opérer de façon plus transparente. Blockchain pour les plus néophytes? Blockchain, c'est une technologie, c'est un ensemble de technologies qui permettent de partager, on va faire simple, de partager l'information entre différents acteurs. Et d'intégrer une dimension de paiement de façon assez facilitée. D'accord. Donc c'est une autre type de technologie qui, là encore par la technologie, permet de faciliter l'émergence de ce type d'écosystème masse. Et puis il y a ensuite des masses aussi qui vont être opérées par des collectivités locales et qui vont probablement proposer une gouvernance qui leur sera propre, qui vont agréger déjà les opérateurs qui opèrent sur leur territoire et qui vont, on va dire, leur permettre, dans le cadre d'une délégation de service peut-être, d'opérer sur un MAS qui serait là pour le coup piloté par une collectivité locale. Oui, donc c'est rassurant. En termes de répartition des pouvoirs, on ne s'attend pas à un Bixby énorme. Il y aura une organisation qui sera claire, nette et précise. Je pense qu'il y aura effectivement un certain nombre d'initiatives. En fait, ce que j'imagine, c'est que dans les 12 à 24 mois qui vont venir, il va y avoir énormément d'initiatives, d'acteurs très différents qui vont proposer des modèles tout à fait différents. Et c'est de ces initiatives différentes qu'on va pouvoir petit à petit voir émerger un certain nombre de modèles qui vont cohabiter. Alors certains au début peut-être seront un petit peu conflictuels, mais qui à terme vont, à mon avis, assez facilement coexister de façon assez simple et assez harmonieuse. C'est quoi pour vous, du coup, le MAS idéal? Le MAS idéal, c'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a plusieurs. D'accord. C'est qu'il y en a plusieurs, c'est que c'est justement un MAS idéal, il doit s'adapter aux utilisateurs. Donc il y aura des masses qui vont être personnalisées par cible et par type d'utilisateur, qui devra s'adapter au territoire sur lequel il opère, qui prendra en compte la densité de population, qui prendra en compte la dimension du territoire, qui prendra en compte les attentes aussi et les besoins des collectivités locales et qui prendra en compte l'offre de mobilité qui est sur place. Et donc il n'y a pas un modèle one fits all, mais bien en fonction des besoins et des offres de mobilité locale, un MAS qui se définira au niveau local. Mais c'est déjà un bon modèle en fait, cette réponse en tout cas, de se dire de toute façon, quoi qu'il arrive, un MAS, ça devra s'adapter au profil de l'utilisateur. C'est déjà un modèle en soi. Ça, c'est une obligation, sinon ça ne marchera pas. D'accord, très bien. Il y a aussi une question qui est primordiale, c'est celle des données. Les opérateurs de transport ils vont forcément devoir partager leurs données avec les intégrateurs et de plus il faudra une transparence absolue des algorithmes afin de ne pas tricher, de ne pas mettre en avant tel ou tel opérateur à des fins commerciales. Comment éviter justement ces possibles débordements ? Alors sur les données, tout dépend déjà il y a beaucoup de données qui sont libres. Il y a aussi actuellement toute une réflexion dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui va être prochainement discutée au Parlement, qui a vocation à ouvrir un certain nombre de données de transport public à l'ensemble des opérateurs. Donc il y a
La donnée aujourd'hui, l'accès à la donnée se fait et se facilite. Ensuite, sur les algorithmes, je pense que de toute façon, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce sont les besoins des utilisateurs qui détermineront justement ces rankings. Je vais prendre un cas chez Mappy. Chez Mappy, aujourd'hui, je vous dis, on compare 12 modes de transport. Comment est-ce qu'on fait pour les classifier? On les classe en fonction de trois critères. Le premier, c'est la pertinence. Si vous allez faire un Paris-Marseille, je ne vais pas vous proposer en priorité le piéton. Ce serait me tirer une balle dans le pied, si je puis dire. Donc, on va vous proposer seulement les modes de transport qui sont pertinents. Donc, déjà, un premier mode de classement. Deuxième mode de classement, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, vous n'avez pas de voiture, c'est peut-être pas la peine que je vous propose la voiture en premier, ça va vous énerver. Donc, je vais vous proposer le train ou le covoiturage ou les autocars, puisque ce sont les modes, ou l'avion, puisque ce sont les modes de transport qu'on va vous proposer. Très bien. Il se trouve que vous n'avez pas nécessairement les poches très profondes et donc vous préférez pas trop l'avion, pas trop le train en ce moment. Par contre, effectivement, vous allez hésiter entre les autocars et le covoiturage. Et ben dans ces cas-là, on va vous les classer en vous disant, voilà, le prochain qui part, c'est celui-là, ça coûte tant. Le prix le plus bas, c'est celui-là, mais donc dans ces cas-là, c'est tel acteur, etc. Et donc le classement, il se fait assez facilement en fonction des besoins, quoi. Exactement, ouais. Et des besoins des utilisateurs et des profils des utilisateurs. Et là encore, c'est comme ça qu'on va trier, filtrer et vouloir imposer une classification. Ce n'est pas, à mon avis, la bonne option. On va parler de Mappy, justement, puisque vous nous avez donné l'exemple de Mappy. Vous qui avez déjà adopté un système informatif, qu'est-ce que vous comptez faire avec le MaaS dans le futur? Alors déjà, effectivement, on est très content d'avoir réussi à intégrer tous ces modes de transport parce qu'on est quasiment exhaustif. Donc là maintenant qu'on a déployé ce comparateur de ces modes de transport et avec ces deux critères que sont le prix et le temps, maintenant on aimerait aller un petit peu plus loin pour faciliter les expériences de nos utilisateurs en justement intégrant peut-être plus facilement dans l'application la réservation soit de modes de transport, je pense à des taxis, je pense à des VTC, je pense à des billets de train ou des trottinettes, peu importe, et commencer à comprendre un peu aussi comment les usages vont se déplacer. Est-ce que les gens qui vont utiliser plus le vélo libre-service utiliseront moins les transports en commun? Ce qu'on appelle logique de débordement. Comment est-ce que petit à petit, cette proposition englobante, on va dire, et cette proposition informative de nouveaux modes de transport va changer les usages pour nous permettre, nous, derrière, de comprendre mieux nos utilisateurs et pour leur proposer derrière, comme on l'évoquait, peut-être demain, des forfaits qui seront des forfaits qui colleront à leurs besoins. Je voulais vous demander ce que vous, en tant que professionnel de la mobilité, vous pensiez du MaaS. Mais vous me l'avez dit tout à l'heure, c'était quelque chose d'assez inéluctable. Mais du coup, chez Mappy, c'est quelque chose qui en fait est arrivé très naturellement. Enfin, ça ne pouvait pas en être autrement. Absolument. Pour moi, on travaille sur MaaS déjà depuis 2 ans, en fait, d'une certaine façon. À partir du moment où on a commencé à refondre complètement notre plateforme pour pouvoir agréger ces 12 modes de transport, pour pouvoir intégrer ces nouveaux partenaires de façon la plus efficace possible. Et donc, c'est un travail qu'on a opéré, j'aimerais dire, ces 3 dernières années. On s'est déjà projeté dans MaaS depuis 3 ans. Et on va s'y projeter encore dans les, j'imagine, 5 prochaines années pour pouvoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, intégrer des nouveaux partenaires et repenser la façon de proposer à nos utilisateurs ces nouveaux modes de mobilité plus agrégés, plus intégrés et mieux personnalisés en fonction de leurs besoins. Vous parliez de projection, justement, ça nous intéresse. Que va-t-il se passer ? Alors, moi, ce que je pense, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 12 à 24 prochains mois, on va avoir une explosion du nombre d'initiatives de MaaS. Dans les prochains mois? Ah, mais de toute façon, ça c'est certain. D'accord. Donc c'est un futur assez proche. C'est un futur très proche qui va permettre, justement, sur les 12 à 24 prochains mois, de récupérer tout un tas d'informations sur qu'est-ce que ça change dans la mobilité des Français. Et pour nous, donc, de mieux comprendre ces nouveaux modes de déplacement, ces nouvelles attentes aussi des utilisateurs. Et donc, sur la base de ces expérimentations, construire une mobilité totalement différente sur les 3, 4, 5, 10, 15 prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mappy, du coup, pour les 12-24 mois qui arrivent par rapport au MaaS ? De très bien travailler avec nos partenaires, puisque MaaS, comme vous l'avez compris, ne fonctionnera qu'à partir du moment où les acteurs publics et les acteurs privés collaboreront ensemble dans un but commun qui est de mieux
mieux se déplacer dans nos villes, mieux se déplacer sur notre territoire, aussi bien pour les utilisateurs que pour les métropoles. Alors je voulais pas du tout finir par ça, mais bon. je me suis rendu compte que j'avais oublié de partager avec vous un chiffre que je trouve assez important, c'est que le potentiel du marché en Finlande aujourd'hui de masse, il s'élève à 9,5 milliards d'euros, et on parlait tout à l'heure de la différence entre les campagnes et les villes. Sur ces 9,5 milliards d'euros, il y a 4,5 milliards pour les zones non urbaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, masse n'est pas du tout un sujet urbain. Il y a un sujet urbain, mais il y a aussi un sujet qui est hors des villes et qui est comment, justement dans des territoires où aujourd'hui il y a un déficit d'offres de mobilité, comment masse, puisque masse n'est rien d'autre qu'en fait une collaboration entre différents partenaires, une meilleure intégration entre différents partenaires, comment est-ce qu'on va pouvoir adresser des territoires qui aujourd'hui sont peut-être en déficit d'offres de mobilité par des modèles masse, donc dans ces territoires-là. Donc oui, ça ne m'étonne absolument pas, au contraire. Merci beaucoup Florence Level d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication pour Mappy. J'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission en tout cas. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas, vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Je vous le rappelle, nous sommes là tous les jours au cœur du mondial de la mobilité Pavillon 2.2. N'hésitez pas à venir assister à nos émissions. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour questions de mobilité ou voyage en mobilité. À la prochaine.